Alors, je vous propose de continuer et de prendre cette fois-ci non pas un recul dans le temps, mais un petit peu de hauteur avec un échange que je vous propose avec Marianne Offray. Marianne Offray qui est directrice de l'UNAGE, l'Union nationale de l'habitat jeune. Et donc on va essayer de continuer à échanger et éclairer ce parcours qui aujourd'hui nous amène à poursuivre cette construction. Alors Marianne, en quelques mots déjà, l'UNAGE, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'UNAGE. Aujourd'hui, ça représente quoi? C'est quelle histoire? C'est un peu une longue histoire comme la nôtre. Alors, en fait, on fait semblant qu'on a répété, mais c'est une impro totale. Oui. C'est-à-dire, il n'était pas du tout censé me poser des questions et tout ça, donc je suis un peu... je prends juste 1 minute pour vous dire quelque chose et je réponds sur l'UNAGE après. D'abord, vous dire vraiment l'émotion que c'est d'être ici. On en a vaguement échangé. Les 20 générations qui me précèdent sont morbihanaises, en particulier lorientaises, c'est-à-dire que mes parents et grands-parents ont été des jeunes ouvriers et des jeunes travailleurs ici à Lorient, sur les docks, chauffeurs poids lourds, à la criée, gardiens d'immeubles. Et donc, en gros, visiter vos 60 ans, c'est un peu replonger dans ma propre histoire. Et ça, je crois que c'est quand même le seul endroit de France où on prononce mon T à la fin de mon nom de famille. Sinon, tout le monde m'appelle Marianne Offray. Donc voilà, émotion particulière à l'entendre de ce T à la fin. Je trouve que c'est intéressant, effectivement, de pouvoir replacer la question de l'habitat jeune par rapport à ce qui s'est passé. Alors déjà, Jean-Luc, je t'embauche pour le congrès de l'année prochaine, en fait. T'es pas disponible, c'est ce que j'avais cru comprendre hier, mais le congrès de l'habitat jeune, ce sera en novembre 2025, c'est tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, on se reparle non seulement de ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais de ce qu'on projette pour l'avenir. L'UNAGE, qui fut l'UFJT, aura 70 ans, 10 ans de plus dans quelques mois. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir faire des allers-retours entre cette histoire d'habitat jeune à ma gauche, qu'est-ce que c'est devenu, et puis ce que ça fut. Alors, c'est 287 associations qui déploient 45 000 places de logement sur l'ensemble du territoire, y compris ultramarin. Donc, qu'est-ce que c'est l'UNAGE aujourd'hui? Ça continue à ramasser à la fois un ensemble d'associations qui sont sur les mêmes valeurs, on s'en est parlé, les mêmes valeurs, et en même temps avec des histoires très très différentes. Des histoires d'ouvriers, des histoires de patrons, des histoires de catholiques, des histoires de protestants, des histoires de laïcards, et qui arrivent à tenir tous ensemble autour de valeurs socles. Je crois que c'est ça l'UNAGE. Voilà, je ne sais pas si cette... Si, ça va, ça dit quelque chose, ça permet d'enchaîner. Ça fait le lien avec ce qu'on vient d'échanger. Et justement, ça donne l'occasion aussi d'un regard à 360 degrés sur une jeunesse française aujourd'hui. Alors, Jean-Luc a un petit peu repris les jeunes et les gars de 60. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont sans doute un petit peu changé. Ils ressemblent à quoi, les jeunes qui aujourd'hui fréquentent les résidences Alors, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui n'ont pas changé de façon peu étonnante. Il y a quelques jours, c'était la journée nationale de l'UNAGE, auquel Jean-Luc était présent d'ailleurs, où on a pu justement se poser la question de que sont les jeunes travailleurs devenus. Pour la plupart d'entre eux, dans le meilleur des cas, ils sont devenus vieux, mais les jeunes travailleurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est avoir entre 15 ans et 30 ans aujourd'hui, ou plutôt entre 18 et 25, parce que quand même, on est quand même plutôt sur 18 et 25, voire même sur certaines régions, on est vraiment même sur du 20-25, et avec, par exemple, en région parisienne, il y a quasiment pas de mineurs qui sont accueillis. Dans certaines régions, il y a pas mal de mineurs. Donc, les jeunes travailleurs, on se l'est dit pendant notre journée nationale, donc on avait la charmante compagnie du directeur de France Travail, qui nous a aussi un peu parlé du travail d'aujourd'hui, du travail d'hier. Il y avait également la directrice d'Action Logement qui nous disait qu'est-ce que c'est avec le 1% patronal avant-après. Les jeunes travailleurs, si quelque chose a changé, c'est que c'est peut-être un peu moins chimiquement pur, le travail. C'est-à-dire on peut être jeune travailleur et reprendre ses études, on peut être étudiant et travailler, c'est pas qu'on peut, même c'est que c'est souvent le cas. La précarisation globale des jeunes a fait que souvent pour prendre des études, il faut pouvoir travailler à côté. Et puis on a tout un tas d'activités qui sont un peu à mi-chemin entre le travail et pas le travail. Alors, je fais référence par exemple au service civique, au contrat d'engagement jeune, à des activités d'intérim qui sont du vrai travail, mais qui sont tellement temporaires que c'est un peu coincé entre avoir, on va dire, un contrat un peu classique
Et puis il y a tout ce développement de l'apprentissage considérable. On parlait hier de notre adhérent national, les Compagnons. Eux, les Compagnons du Devoir et du Tour de France, en 3 ans, ils sont passés de 3000 apprentis à 11 000. Bon, l'habitat des jeunes, il faut qu'ils s'adaptent à ça. Et pour vous dire les choses tout honnêtement, ça n'avait pas complètement été anticipé. C'est-à-dire qu'un certain nombre de politiques publiques n'avaient pas anticipé que de façon pourtant assez anticipable, quand on va en apprentissage dans la ville d'à côté, on a besoin de s'y loger. Voilà. Donc ça, c'est à la fois ce qui n'a pas changé, la mixité, le brassage, ce qui a été évoqué, et ce qui a quand même un petit peu changé, c'est beaucoup plus de statut pour eux. Voilà, c'est en gros le changement. Et sur la manière d'y répondre, je veux dire, aujourd'hui, on a vu qu'on y allait parfois dans l'histoire en ouvrant les chemins. Aujourd'hui, sur l'offre de logement pour les jeunes, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé sur la période récente ou qui doivent changer pour permettre justement de continuer à répondre à cette demande ou... C'est le gros débat. On se réserve pour novembre 2025 pour s'engueuler, pour se dire on y va pas, on diversifie pas. C'est vraiment important qu'on ait cette discussion et je pense pour le coup collectivement. Ça s'est diversifié, incontestablement, ça s'est même diversifié officiellement, puisque il y a quelques années, on s'est dit, l'outil de l'habitat jeune, c'est plus seulement le foyer jeune travailleur, c'est aussi le service logement, qui s'est appelé CLAGE, qui s'est appelé service logement, service d'habitat jeune, CLAGE. Donc on s'est à ce moment-là dit, l'habitat jeune, c'est pas que de l'établissement, c'est du service. Donc ça nous est déjà arrivé de dire qu'on a plusieurs outils à notre disposition. Là, dans un an, on se dira... l'intergénérationnel, est-ce que c'est un produit qu'on revendique comme étant un outil qui développe quelque chose qui correspond à nos valeurs et qui est au service de l'habitat des jeunes, et là, en l'occurrence sur l'intergénérationnel, aussi des plus âgés, mais est-ce que la résidence étudiante, c'est de l'habitat jeune? Est-ce que... et à partir de quelles conditions minimum on peut plus dire qu'on fait de l'habitat jeune. C'est-à-dire que si effectivement on n'est que dans quelque chose qui est que du logement, on n'est pas quelque chose dans bien plus que du logement. Donc à un moment, voilà, à combien de ressources humaines on peut plus... quelles conditions on se fixe en disant pour que ce soit toujours un projet associatif et social, qui ne soit pas juste du logement, quelles conditions on pose à l'État, au CAF, au CNAF, avec nos partenaires, et pour se dire, en dessous de ça, c'en est plus de l'habitat des jeunes. C'est du logement, c'est très bien, mais c'est plus de l'habitat des jeunes. Et donc justement, dans nos missions, il y a cette dimension importante aussi qui est de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait parler de cet accompagnement qui caractérise justement l'offre de services que l'on apporte dans une résidence de type AVJT? Cette histoire d'accompagnement, c'est très compliqué parce qu'il faut arriver à faire des allers-retours entre des choses très philosophiques. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner quelqu'un? Est-ce qu'il suffit d'être côte à côte? Est-ce que je t'accompagne et tu m'accompagnes là juste parce qu'on est assis l'un à côté de l'autre? Peut-être pas. Donc c'est quelque chose comme être à côté, mais c'est un peu plus que ça. Donc c'est très abstrait, accompagner quelqu'un. Et pourtant, ça doit se traduire dans des tableurs Excel. Et ça doit dire que, par exemple, nous, dans le réseau, pour 100 logements, il y a 7,2 ETP qui accompagnent les jeunes. Dans les 7,2 ETP, c'est 3 travailleurs sociaux. Dans les travailleurs sociaux, c'est des animateurs socio-éducatifs, des CESF, des assistants sociaux. Alors, c'est des professionnalités, un savant mélange de professionnalités. Et qu'est-ce que ces accompagnants font aux accompagnés et qu'est-ce que les accompagnés se font entre eux? Ça demande à être décrit, ça demande à être défendu. C'est difficile de produire du logement en ce moment, ça c'est clair. C'est difficile globalement, pas que nous. C'est difficile. C'est difficile pour l'ensemble du logement, c'est difficile pour le logement social, c'est difficile pour les résidences sociales et c'est difficile pour les FJT. Alors nous on arrive en bout de course de ce qui est difficile, mais c'est aussi difficile de recruter, de qualifier ses équipes, de leur donner confiance, d'inscrire des ressources humaines dans le cadre des richesses humaines, c'est-à-dire leur réfléchir ensemble à ce que c'est qu'accompagner. Donc, je pense que sur ce sujet-là, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand on est tête de réseau national, on a, selon les gouvernements, on a entre 8 et 12 ministres de tutelle.
principalement le logement, mais en fait on a aussi la formation professionnelle, on a l'apprentissage, on a l'action sociale, on a la protection de l'enfance, on a en gros on a une espèce d'activité d'hamster dans sa roue à aller voir chaque ministre et dire voilà, c'est très important que vous occupiez de notre projet parce que nous on est tellement à la croisée de plusieurs politiques publiques qu'il faut que quelqu'un s'en occupe. La tendance est quand même de répondre que c'est pas vraiment eux qui doivent s'en occuper, c'est surtout celui d'à côté. Ça simplifie pas, mais bon voilà, après c'est comme ça. Et je pense pour le coup que ce qui est difficile, c'est de dire que cette histoire d'accompagnement concerne tout le monde, alors que le chef de file des politiques publiques, de ce que c'est que l'accompagnement, ben justement, c'est toujours un peu l'affaire de quelqu'un d'autre. Donc expliquer ce qu'on fait, prendre un quart d'heure de cerveau disponible en disant non mais alors bon, parce que nous en fait c'est pas que des étudiants en fait, c'est aussi des apprentis, des jeunes en formation, en insertion, en mobilité. On a déjà dépassé le quart d'heure. Et c'est vrai que c'est à la fois la richesse du projet, la façon dont c'est de la dentelle, dont on doit répondre souvent « ça dépend ». Au bout d'un moment, ça dépend, ça dépasse, et donc du coup, on ne veut plus en entendre parler. Donc il faut à la fois avoir une ligne de crête sur laquelle on doit décrire avec beaucoup de finesse notre capacité à nous adapter au territoire, à la demande. Est-ce que c'est rural, péri-urbain, urbain, et en même temps pouvoir dire quand même un peu quelque chose d'un peu ferme et unique sur ce que c'est que l'habitat jeune et que ce soit pas, ça demande pas d'à chaque fois répondre quelque chose un petit peu à côté, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu à dire un truc unique sur ce que font ces 287 associations, tout en perdant pas la finesse du trait. Voilà. Justement, et l'adaptation sur les territoires, alors peut-être pour conclure, c'est vrai que le temps passe vite, est-ce qu'il y a vu de l'UNAGE des particularités en Bretagne qui font que la réponse s'est aussi adaptée à son territoire, comme ça a pu l'être dans d'autres régions? Alors, la réponse c'est fort adapté en Bretagne, hein. Déjà parce que c'est un territoire qui a à la fois, enfin qui a plein de choses à la fois, des territoires ruraux. Alors le centre Bretagne, c'est pas pareil que les côtes, c'est pas pareil que Rennes, effectivement, est quand même plutôt en expansion. Donc effectivement, il y a un peu de tout, ce qui permet d'adapter les réponses. Donc effectivement, la Bretagne a été un peu précurseur à certains égards, et notamment à travers le développement du programme hébergement temporaire chez l'habitat, qui est un produit de la diversification. Et donc c'est une région assez emblématique, on va dire, de la capacité d'innovation. Le service logement départemental, il y a plein de choses qui se développent et qui font que, en gros, ce serait très intéressant que la Bretagne puisse effectivement faire état nationalement, et j'espère que ce sera le cas au Congrès, de tout ce que vous avez pu développer très très finement sur les territoires. Donc je n'aurai qu'un mot, vive la Bretagne, n'est-ce pas? J'ai bien compris, et vive l'Orient. Donc en tout cas, on prend l'engagement d'être présent l'année prochaine. J'espère bien. Voilà. Merci Marianne. Je vous en prie.